Nous avoir rejoints nombreux sur cette interview donc, de Claude Lefebvre de l'Institut diplomatique de Paris. Bonsoir Claude, Bonsoir à vous, merci de votre invitation. avec plaisir, merci d'avoir accepté. Alors, on va commencer par des questions liminaires et introductives. Est-ce que vous pouvez, donc pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous présenter votre parcours, présenter l'Institut diplomatique de Paris et le dernier ouvrage que vous avez sorti dernièrement? D'accord, alors donc je suis, comme aurait dit Tom Cruise, ex-colonel, plus Tom que Cruise, ex-colonel de l'armée française, donc 37 ans de service, dont 17 ans dans les d'unités de nucléaire tactique, pour les Plutons, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des missiles nucléaires tactiques de l'armée de terre, 17 ans, et puis une vingtaine d'années dans le domaine de la défense NRBC. Alors, on va traduire tout de suite l'acronyme, hein, le nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Et je suis donc pendant 20 ans, j'ai tenu des postes opérationnels, des postes d'études et des postes de prospective dans le domaine NRBC. Sachant que dans ma carrière, donc j'étais ingénieur système à la STAT, la section technique de l'armée de terre, pour développer un système de reconnaissance donc NRBC qui est toujours opérationnel. Donc on a bien travaillé depuis 25 ans. Et puis des postes opérationnels comme commandant en second du groupe de défense de NRBC de l'armée de terre, avant qu'il devienne un régiment. Et puis j'ai terminé ma carrière donc en tant que directeur du centre de formation NRBC donc de l'armée de terre, mais qui à l'époque formait également les sapeurs-pompiers, des gendarmes et la police, etc. Et puis donc depuis 2013, donc j'ai quitté l'institution après 37 années de service et je me suis consacré à collaborer avec des entreprises et des associations, des organismes et qui traitent du domaine, puisque durant ma carrière, j'ai croisé beaucoup d'industriels. J'ai travaillé évidemment avec la DGA, hein, la DGA MNRBC maintenant, et donc pratiquement, il n'y a pas eu d'interruption, puisque j'ai travaillé donc en international avec des sociétés italiennes, sociétés belges, allemandes, espagnoles, italienne et française, bien évidemment, dans le domaine de la défense NRBC, en particulier sur le développement des systèmes de protection. Mais le domaine NRBC, bon, je conclurai là-dessus, c'est un domaine très complexe qui fait appel à la détection d'alerte, à l'identification des toxiques, qu'ils soient biologiques, chimiques ou radiologiques, à la protection des personnels qui soit donc collectif ou individuel, à la décontamination, puisqu'on a des produits décontaminants qui évoluent également, et puis également, puisque j'étais intervenant pendant 4 ans à l'hôpital du Val-de-Grâce, sur les traitements médicaux des victimes contaminées, que ce soit des victimes contaminées par des agents biologiques, chimiques ou radiologiques. Voilà. Donc, j'essaye d'être concis parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu long, et je m'en excuse, mais bon, si on veut faire une synthèse, c'est pas toujours évident. Non, mais c'est très bien. Alors déjà, on apprécie l'introduction du personnage, hein, et donc ça montre la pertinence des invités que l'on a sur le cercle Sully pour ces interviews thématiques. NRBC, vous l'avez, c'était ma deuxième question, mais vous l'avez introduit. Donc c'est effectivement nucléaire, radiologique, biologique et chimique. C'est tout, donc ces risques d'armes, on va dire non conventionnels. Et comme vous l'avez très bien dit aussi sur la fin, en faisant la transition, c'est pas simplement l'attaque qui peut être comme ça, mais c'est aussi toute la gestion derrière des secours. C'est pour ça que vous formez les policiers, les pompiers, les premiers intervenants qui arrivent sur site et les populations éventuellement à traiter sur des... Parce que ces armes-là ne tuent pas directement et peuvent provoquer des problématiques qui apparaissent plus tard, soit une heure après, soit des fois des années après. Et ça, c'est important. Donc, pour avancer, une des premières questions que l'on a et qui est quand même importante, qui va parler de prolifération nucléaire, on a le traité de New START qui a expiré récemment et qui, après 50 ans de travail sur les arsenaux essentiellement russes et américains, nous laisse un petit peu dans un flou, dans un Far West, entre guillemets, par rapport aussi à la Chine. Quelle est votre vision du post-New START et qu'est-ce qu'il faudrait que les pays possédant aujourd'hui l'arme nucléaire
On va laisser le bactériologique et le chimique à côté parce que, comme vous l'avez dit, c'est moins facile à détecter qu'un programme nucléaire, mais ça existe et on y reviendra plus tard. Alors, je vais faire un petit résumé historique hein, sur les traités New START, qui est un accord de désarmement nucléaire bilatéral entre les États-Unis et la Russie et qui a été signé donc, en 2010 par les présidents Barack Obama et Dimitri Medvedev. Donc 2010, signature des accords New START, START voulant dire Strategy Arms Reduction Treaty. Il a été donc signé le 8 avril 2010 à Prague par les présidents donc, que j'ai cités et est entré en vigueur le 5 février 2011. Alors, il avait pour but, cet accord New START, de réduire et de limiter les armes nucléaires stratégiques des deux puissances donc signataires. Et ce traité a remplacé le traité START 1 qui avait expiré en 2009 et le traité SORT signé en 2002. Alors, les limitations de ce traité New START portaient sur 1550 têtes nucléaires déployées, donc c'est quand même un chiffre considérable, et pour chaque pays, une limitation à 700 lanceurs. Alors, vous allez me dire, bon, il y a une différence entre le nombre d'ogives, le tête nucléaire et le nombre de lanceurs. Eh bien, c'est simple parce que durant la guerre froide, il y a été développée une technologie de missiles à tête multiple, sachant qu'on peut avoir des missiles, des lanceurs, qui ont 5 têtes nucléaires différentes. Et puis, au cours de cette guerre froide, auquel j'ai participé modestement dans mes unités de missiles nucléaires tactiques, au cours de cette guerre froide, des technologies se sont développées, des technologies de mise en œuvre indépendante des têtes nucléaires, c'est la technologie MIRV, et puis la technologie MARV, où effectivement on a développé le nombre de têtes nucléaires par vecteur. Alors, il faut savoir également que les accords New START, enfin l'accord New START, prévoyait des inspections donc, bilatérales à raison de 18 inspections bilatérales par an pour garantir le respect des termes de l'accord. L'état actuel est le suivant, c'est-à-dire qu'en janvier 2021, le traité a été prolongé de 5 ans jusqu'en 5 février donc 2026. Et en février 2023, il faut savoir que la Russie a suspendu sa participation au traité. Donc, on avait déjà des prémices de mise à mal du traité New START qui, visiblement, ne convenaient pas à la Russie. Malgré cette suspension, la Russie a déclaré qu'elle continuerait à respecter les limites d'ogives nucléaires déployées, c'est-à-dire 1550. Il faut savoir que les accords New START ne portent pas sur le nombre et le déploiement des missiles tactiques, donc des missiles tactiques qui sont donc des missiles utilisables sur le théâtre d'opération avec des cibles uniquement et exclusivement militaires, sachant que les missiles donc, stratégiques dont on parle, hein, les 1550 ogives nucléaires, ont des cibles anticitées. Donc c'est sur cette base que la dissuasion nucléaire entre la Russie et les États-Unis reposait. Il faut savoir que les accords New START est le dernier accord bilatéral de désarmement nucléaire entre les deux puissances. Sa suspension par la Russie soulève des inquiétudes, hein, et bien évidemment, quant à l'avenir des relations nucléaires entre les deux pays. Alors, les accords du START, comme vous l'avez compris, jouaient un rôle crucial dans la limitation de la prolifération. Alors, je voudrais quand même préciser que pour la prolifération, il y a deux proliférations possibles, la prolifération horizontale et la prolifération verticale. Alors, les accords New START limitaient la prolifération verticale, c'est-à-dire le nombre d'ogives nucléaires et le nombre de vecteurs, et la prolifération horizontale que l'on constate depuis mettons, 4-5 ans, c'est la prolifération, le développement des puissances des armes. Donc, alors, je vais prendre des exemples concrets. Par exemple, dans la prolifération verticale,
du côté russe, on peut souligner le développement des torpilles nucléaires type Poséidon, qui sont destinées à provoquer des tsunamis radioactifs. Ce sont des torpilles nucléaires de 2 mégatonnes, ce qui est énorme, qui sont destinées donc, à provoquer des tsunamis radioactifs sur les côtes où l'arme est tirée. Et puis également une prolifération horizontale, c'est-à-dire le développement de la puissance des armes. C'est les missiles Sarmat, qui sont les missiles russes également, hein, à 5 têtes nucléaires, et qui peuvent atteindre des puissances de plusieurs mégatonnes, sachant que Hiroshima, en référence, hein, les dernières bombes atomiques, c'est Hiroshima et Nagasaki, représentaient à peu près 15 kilotonnes, c'est-à-dire 1000 fois moins que les puissances d'une seule tête nucléaire des missiles développés. Bon. Au point de vue prolifération horizontale, on a effectivement des développements d'armes qui deviennent de plus en plus puissantes. On parle de mégatonnes, hein, cette fois on parle des puissances qui sont 1000, 2000, 3000 fois plus puissantes qu'Hiroshima. Et puis la prolifération verticale, pour l'instant, qui était limitée d'ailleurs donc par l'accord New START, on n'en parle pas, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que les 1550 ogives autorisées, entre guillemets, par les accords New START pour les deux puissances, peuvent être complétées actuellement par environ 1990, pour être précis, à 2000 têtes nucléaires qui sont en réserve dans chacune des deux puissances, mais qui demandent donc une revalorisation, une maintenance et peut-être des changements de vecteurs pour qu'ils soient opérationnels. Donc en fait, on parle de 1550 têtes nucléaires des accords New START, mais on a également 2000 pour arrondir le chiffre, mais à ce niveau-là, j'allais dire peu importe, on a 2000 têtes nucléaires disponibles, si j'ose dire, facilement mises en œuvre par les deux puissances. Donc en fait, on parle de plus de 3500 têtes possibles, donc de chaque côté. Voilà. Et puis, au point de vue développement, prolifération, on a maintenant, depuis quelques années, le problème des vecteurs qui sont maintenant hypersoniques et qui peuvent emporter des charges nucléaires à des vitesses qui frisent Mach 9, Mach 10, à 10 000 km/h, et qui rendent effectivement donc les armes antimissiles complètement obsolètes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus du tout la possibilité d'intercepter des missiles à tête nucléaire par les techniques qui avaient voulu être mis en œuvre par les Américains, c'est-à-dire le dôme d'acier avec des protections antimissiles qui s'avèrent maintenant, avec des missiles hypersoniques, complètement inutilisables. C'est-à-dire qu'en fait, on a une prolifération, mais dans différentes directions, c'est-à-dire horizontale, verticale, et puis technique, où effectivement les têtes nucléaires, sans être modifiées, peuvent être transportées par des vecteurs qui sont beaucoup plus véloces, en fait. Donc, d'accord. Écoutez, pardon. Oui. Non, c'était pour dire que non, mais le résumé que vous nous avez fait là, et je pense que tout le monde a compris, c'est les chiffres sont vertigineux, c'est-à-dire, je ne sais pas si les autres. Tout à fait. Alors, c'est tout à fait, j'allais dire, apocalyptique si on pense que, en fait, les deux puissances, et je ne parle pas ni de la Chine, ni de l'Inde, ni du Pakistan, encore moins de la France, qui sont aussi des puissances nucléaires. On a dans les mains, enfin, les puissances nucléaires ont dans les mains de quoi éradiquer la vie sur la planète plusieurs fois. Donc, alors, paradoxalement, et ça rejoint une des publications que j'avais faites, je vais faire une dérogation à New Start, hein, si vous le permettez. On se polarise un peu. J'ai l'impression que l'information se polarise sur les missiles stratégiques. Donc, on redécouvre
on redécouvre les fondements de la dissuasion nucléaire, hein, qui repose sur la destruction des cités. Et donc, en fait, les populations sont des otages, hein, de la dissuasion nucléaire. Il faut être clair là-dessus. Alors, paradoxalement, les informations se polarisent sur ce sujet des puissances des armes. Alors, effectivement, comme vous le dites, c'est terrifiant, hein. On parle de mégatonnes sans vraiment imaginer la puissance que ça peut avoir, hein, sachant que, je le répète, Hiroshima, c'est 15 kilotonnes, c'est-à-dire 1000 fois moins que les puissances qu'on a actuellement disponibles. Mais bizarrement, et c'est ce que j'ai dit dans mon exposé, New Start ne considérait pas les armes tactiques dans le traité. Et c'est bien là où, pour en avoir servi pendant 17 ans, et c'est bien là où je suis, moi, le plus inquiet, dans la mesure où ce n'est pas la puissance des armes qui devient incommensurable, mais c'est la miniaturisation des armes nucléaires qui m'inquiète beaucoup plus, à savoir que, paradoxalement, plus on a d'armes nucléaires de faible puissance, j'entends entre guillemets, de faible puissance, plus on a la possibilité de les utiliser sur les théâtres d'opération. Et donc, en fait, on risquerait, tout est conditionnel, hein, bien sûr, on risquerait effectivement une escalade si l'un des belligérants, dans un conflit actuel, utilise une arme tactique de théâtre. Alors, les armes tactiques, bon, je n'y suis pour rien, les armes tactiques, on les a définies pour une puissance inférieure à 100 kilotonnes. Je répète, Hiroshima, c'est 15 kilotonnes. Alors, bon, ce n'est pas à ces armes-là que je pense, mais c'est plutôt à des armes de théâtre de puissance équivalente à Hiroshima, comme le Pluton, hein, ou l'Hadès, son successeur dans les années 80, et puis qui seraient plus facilement utilisables sur un théâtre d'opération, sachant que je voudrais revenir sur une déclaration qui n'a pas fait grand bruit en fait de Monsieur le Président Poutine, à savoir l'utilisation des obus à uranium appauvri. Il le considère comme une arme nucléaire, bon, peut-être pas nucléaire, mais au moins radiologique. Sa déclaration très officielle m'a, moi, a vraiment interpellé, alors que dans les informations, on n'a pas tellement relevé cette déclaration, sachant que, qu'est-ce que ça veut dire en clair? S'il considère que les armes à uranium appauvri utilisées par l'Ukraine dans le conflit russo-ukrainien sont des armes radiologiques, ça veut dire en clair qu'il ne s'interdit pas d'en utiliser lui-même. Et cette déclaration qui, je le répète, qui n'a pas fait grand bruit, qui n'a pas soulevé beaucoup de commentaires dans les médias, moi, m'a plutôt inquiété, en fait, hein. Bon, sachant que, alors elle est fondée, mais elle peut être mal interprétée, dans la mesure où, effectivement, les armes à uranium appauvri sont des armes radiologiques, puisque après les tirs d'armes donc à uranium appauvri, on a des contaminations radiologiques autour des impacts, hein, essentiellement en rayonnement alpha, donc de faible portée, mais qui sont polluantes et qui sont malheureusement mortelles si on les inhale ou si on les avale en bougeant dans la zone où les tirs ont été effectués. Alors, on se fonde sur un cas concret, tout à fait concret, c'est la guerre du Kosovo, où on a environ 400 000 armes à uranium appauvri qui ont été touchées. Et mon unité donc, était intervenue au Kosovo pour détecter les pollutions radiologiques, avait constaté effectivement qu'on avait de la radiologie, enfin des émissions radiologiques alpha, hein, avec des sondes à très grande sensibilité autour des impacts en fait. Et donc il y a une cartographie du Kosovo qui fait que on a des zones polluées où on a eu des tirs à uranium appauvri. Donc pour revenir au conflit actuel donc, qui oppose l'Ukraine à la Russie, le fait d'utiliser des armes à uranium appauvri peut être considéré et est considéré par la Russie comme des armes radiologiques. Donc, Oui, radiologique, bon. mais pas nucléaire, entre guillemets, hein. Alors, bon, là,
Là, merci, merci de me donner la transition. Alors, je le dis dans une des interventions que je fais, hein, qui est diffusée sur YouTube. Alors, jusqu'en dans les années 2000, on parlait de NBC, nucléaire, biologique et chimique. Et puis le R est venu se greffer dans les années 2000. Le R fait référence non pas à une arme nucléaire comme le N, mais à des bombes radiologiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement des dirty bombs, les bombes sales qui consiste à disséminer des éléments radioactifs avec un explosif primaire tout à fait classique en fait. Donc ce risque nouveau est apparu dans les années 2000-2010 et a fait l'objet d'études très sérieuses et sur l'impact possible d'une bombe sale. Et là, cette transition me paraît intéressante parce que c'est effectivement l'un des risques que l'on pourrait rencontrer lors du conflit en Iran, puisque on pourrait donc en parler, sachant que en Iran, bon, comme tout le monde le sait, il a été découvert effectivement un programme d'enrichissement de l'uranium en vue effectivement de rendre l'uranium militarisé et acquérir des bombes nucléaires. Les bombardements préliminaires sur les sites de centrifugation, là où on a des centrifugeuses qui étaient enterrées dans des laboratoires de recherche pour justement obtenir de l'uranium 235 euh, qui rentre dans la composition des armes nucléaires, ont, ont ou pas eu des effets notables, sachant que j'ai reçu un rapport de l'AIEA, hein, l'agence euh, de l'énergie atomique, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui révélait qu'il n'y avait pas de contamination radiologique sur les points d'impact, là où les Américains avaient bombardé les, les centres de centrifugation donc de l'uranium. Alors, il y a deux raisons. Ou, effectivement, l'uranium les stocks d'uranium n'ont pas été touchés et donc ce sont les centrifugeuses qui ont été détruites ou déstabilisées. Alors la centrifugeuse, hein, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit parfaitement stable. Alors l'utilisation de bombes perforantes euh, des Américains aurait pu, peut-être, hein, il faudrait aller inspecter, mais aurait pu déstabiliser les centrifugeuses sans atteindre les stocks radioactifs. Et puis, il y a une autre raison. Alors, sachant que les stocks étaient entreposés sous plusieurs dizaines de mètres de terre et que la radioactivité de l'uranium est alpha, bon, elle est de faible portée, c'est possible qu'on ne puisse pas la détecter en surface. Donc, là, le flou reste et le flou n'est pas forcément rassurant dans la mesure où les rapports internationaux, et en particulier émanant des États-Unis, donc qui sont relativement certainement subjectifs, euh, bah, n'interdisent pas le fait que l'Iran puisse encore, peut-être pas atteindre le seuil d'enrichissement pour faire une bombe nucléaire, mais à des stocks d'uranium pour justement les disséminer dans des bombes beaucoup moins puissantes, mais réparties sur la planète. Donc c'est un point qui reste complètement flou. On n'a aucun moyen de contrôler que le stock de l'uranium iranien n'ait pas été détruit. Bon, Oui, alors donc ça c'est... vous avez anticipé ma question justement sur le risque en Iran. Alors sur le risque en Iran, il n'y avait pas le risque nucléaire parce que à première vue, il n'avait pas encore l'arme nucléaire. Il y avait ce risque-là sur l'uranium, donc le risque radioactif, enfin, radiologique. Et ensuite, j'avais une question aussi sur le risque biologique, parce qu'on peut Ah, avoir voilà. aussi dans ces Mhm. pays-là des armes. Alors, on l'a vu Bien sûr. presque. Mhm. Je vais, Alors, on l'a presque vu oui, là, parce que quand les Américains ont attaqué les réserves de pétrole, on voit que la population est atteinte. Alors, c'est presque du bien sûr. chimique, hein. Il pleut du pétrole, l'air est irrespirable. C'est pas une bombe chimique envoyée par les Américains ou les Israéliens, mais les répercussions
sur la santé des populations civiles sont un peu similaires. Bien sûr. Alors, euh, il y a plusieurs points dans ce que vous avez abordé. Alors, je voudrais faire un bond en arrière sur la guerre Irak-Iran dans les années Mhm. 78-80, où les belligérants, que ce soit l'Irak ou l'Iran, ont utilisé à outrance des armes chimiques, et en particulier une vieille arme chimique de première génération qui est l'hypérite, hein, et qu'on connaît depuis malheureusement 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Euh, donc il y a eu une utilisation massive d'armes chimiques à tel point que l'Iran à l'époque et l'Irak se sont accusés mutuellement d'utiliser d'armes chimiques. Au point de vue donc de ces armes chimiques, il n'est pas impossible, il est même probable, malheureusement, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, il est fort probable que l'Iran ait continué dans des laboratoires clandestins à développer des armes chimiques. Faisons le rapport avec l'Irak, hein, et la Syrie qui ont utilisé des armes chimiques contre leur population, en particulier contre les Kurdes, mais également contre les populations. Donc, il n'est pas impossible, il n'est pas complètement farfelu de penser que l'Iran puisse avoir des armes chimiques. D'ailleurs, j'ai fait une publication à ce titre là-dessus, sachant que, alors en rapport avec le livre que j'avais écrit comme co-auteur, en sachant que l'Iran a quand même signé les conventions internationales d'interdiction des armes chimiques. Bon, et biologique. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, le domaine biologique est un peu plus complexe que le domaine chimique dans la mesure où les laboratoires peuvent avoir une activité, ce que j'appelle duale, c'est-à-dire en cherchant par exemple, à développer des vaccins. Bah, pour développer des vaccins, il faut avoir aussi des virus ou des agents pathogènes qui peuvent effectivement servir à développer des traitements médicaux, soit, mais qui peuvent également servir, si on les développe, à faire des armes biologiques. Donc, pour répondre clairement à votre question, il n'est pas impossible, les gens qui disent que c'est improbable, je mets un doute leur parole, il n'est pas impossible que l'Iran ait développé effectivement dans des laboratoires clandestins des recherches sur les virus ou les bactéries ou autre chose, ou des toxines, de façon à effectivement modifier les têtes de lancement de ces missiles qui, je le rappelle, ont une portée de plus de 3 000 kilomètres. Donc Mhm. il suffit de faire un cercle autour de l'Iran pour savoir où ce type de missile pourrait impacter. Et puis pour répondre à votre question, là, effectivement, on a le phénomène qu'on a connu pendant la première guerre du Golfe en 91, donc au Koweït et en Irak, où effectivement, lorsqu'on bombarde et on provoque des incendies dans les puits de pétrole, on a des dégagements donc, de particules. Alors, on a également de gros dégagements d'oxyde de carbone, hein, du monoxyde de carbone et de l'oxyde de carbone, qui effectivement gênent la respiration des gens qui sont sous le vent, hein, les nuages. Mais on a également des disséminations des particules, en particulier des hydrocarbures non brûlés, en fait, hein, des imbrûlés, et qui noircissent. Enfin, c'est pour ça qu'on explique qu'on a des nuages très chargés en particules qui, effectivement, sont toxiques. On en revient, bon, évidemment, là, c'est un accident, entre guillemets, provoqué, un incident, un événement industriel provoqué, donc ça pourrait très bien arriver dans les pays industrialisés, où effectivement on a un dégagement de fumée toxique dû à l'incendie des puits de pétrole. On a un cas particulier en France où Lubrizol, à côté de Rouen, donc l'incendie de Lubrizol a provoqué des fumées toxiques qui se sont développées sur plusieurs dizaines, voire des centaines de kilomètres. Donc on a ce même phénomène en Iran après les incendies provoqués par les bombardements sur les puits de pétrole. Mais j'allais dire, malheureusement, on a l'expérience de la guerre du Golfe où Saddam Hussein avait mis
incendier ces puits de pétrole et provoquer des pollutions atmosphériques denses, alors, qui se déplacent à la vitesse et à la vitesse du vent, et puis dans l'axe du vent. Donc, effectivement, les populations qui ne sont pas protégées, qui n'ont pas de masque respiratoire, etc., sont les premiers touchés, forcément. C'est comme tout événement à caractère chimique ou biologique, où malheureusement la population n'est pas forcément protégée des effets de la pollution atmosphérique. Bon, donc voilà, Alors, donc justement, effectivement, pour revenir sur ça, sur la protection des populations, alors là, effectivement, au Koweït, bon, c'était des champs de pétrole un petit peu dans le désert. Là, ce que l'on voit, c'est à Téhéran, c'est à côté quand même d'une grande ville. oui, La question est justement en Europe. Alors, si on est-ce que les Européens aujourd'hui, les pays européens sont protégés ou comment on peut se protéger contre alors pas on va pas parler de la partie nucléaire, on va la garder tout à l'heure par rapport à j'ai une autre question sur la oui, dissuasion avancée annoncée par Emmanuel Macron. Ça sera ma dernière question, comme ça après on pourra laisser les questions des personnes qui sont là. Et donc juste avant cette dernière question sur la dissuasion avancée du président Macron, sur les risques donc radiologiques bactériques et chimiques. Est-ce que comment l'Europe, est-ce qu'on est préparé? On a bien vu qu'au Covid, on n'avait même pas de masque, alors qu'il y a eu d'attaques de rien du tout. Est-ce que là, demain, ce sont des produits des fois qui sont pas faciles à détecter, qui sont, comme vous l'avez dit dans des conférences, que on n'annonce pas forcément. Alors, pas forcément une attaque par un pays souverain, mais ça peut être, comme vous le dites, des attaques terroristes. Ça fait longtemps qu'on n'en a bien pas sûr, eu sur ce genre de produits, et même des attaques biologiques sur l'eau, hein, bien sûr. qui est un vecteur. On peut contaminer l'eau de Paris rapidement et on va faire des millions enfin, des milliers de victimes, soit en décès, soit en maladie grave. Est-ce qu'aujourd'hui l'Europe est préparée à ça dans Alors, vos fonctions que vous avez eues au niveau de l'armée française, ouais, bon, parce que nous, on n'en ouais. entend pas parler en tant que citoyen. Alors, il y a plein de points à souligner. Alors, je vais faire référence au rapport Ecoris, hein, que j'ai eu l'honneur de présenter moi-même au Parlement européen en 2022, qui traite des risques et menaces NRBC, et qui avait été demandé par la sous-commission défense et sécurité de la Commission européenne à l'issue de la pandémie du Covid, puisque il y a beaucoup d'informations qui pensaient que le Covid-19 était une attaque biologique euh, sans vraiment fondement, et puis donc on a démontré que ce n'était pas forcément une attaque biologique, mais ça nous a servi si j'ose dire, de modèle pour rédiger ce rapport sur les risques et menaces NRBC en Europe. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'on est vraiment préparé? Alors, je vais mettre un bémol, oui et non. Alors, une deuxième étude à laquelle j'ai participé l'année dernière et qui a fait l'objet d'un rapport, ça s'appelle l'étude Overcome. Alors, Overcome, bon, pour la traduire en français, c'est une étude qui consiste à faire un état des lieux et des moyens que chaque pays de la communauté européenne, des 27 États de la communauté européenne, pourrait mettre à disposition d'un pays frontalier en cas d'événement majeur à caractère NRBC. Donc, dans un premier temps, on a établi un état des lieux des 27 nations donc, de la communauté européenne, pour savoir qui et quoi, avec quoi, en moyens humains, en moyens matériels, etc. Alors là, ça a été la douche froide dans la mesure où on a certains pays qui n'ont absolument aucun moyen qui n'ont pas pris en compte cette menace j'allais dire, de façon concrète, et on a donc des pays qui n'ont rien. Bon. Donc, et puis il y en a d'autres. Alors, je vais prendre Cocorico, on va prendre la France. On a effectivement en France donc des organismes, hein, qui sont là pour intervenir. Donc, je parle essentiellement des primo-intervenants comme les sapeurs-pompiers, qui sont dotés de moyens qu'on appelle les CMIC, hein, les cellules mobiles d'intervention radiologique, chimique et biologique, qui sont capables d'intervenir sur un événement à caractère NRBC
encore faut-il, et là je mets un bémol, que le caractère NRBC ait été établi. Parce que si on a un attentat, allez, appelons un chat, si on a un attentat donc, dans une grande ville, je ne pense pas que l'auteur de l'attentat revendique le fait que ce soit un attentat radiologique, biologique ou chimique. Donc à partir de ce moment-là, et c'est là le problème, et c'est un de mes chevaux de bataille, c'est là où les intervenants, les primo-intervenants, doivent absolument envisager le fait qu'une explosion, un incendie, etc., puisse être contaminant. Or, si vous regardez, bon, c'est pas une critique, hein, c'est un constat. Si on regarde comment interviennent les sapeurs-pompiers, j'ai pas encore vu des équipes d'intervention de sapeurs-pompiers précédées par une équipe de détection NRBC. Oui, parce que ça pourrait coûter beaucoup trop cher par rapport au pourcentage de risque. Bon, mais le problème, c'est que ce qui me fait rager un peu, c'est qu'on a les moyens de faire des investigations très rapides sur les lieux de l'événement, mais visiblement, on ne prend pas la peine de les envoyer en termes militaires en reconnaissance, de façon à s'assurer si effectivement l'incendie, l'explosion, l'attentat, l'accident, pourquoi pas, provoqué ou fortuit, est à caractère contaminant. Prenons un Alors, on a quand exemple. même, juste pour faire un point, effectivement, sur une attaque externe, on ne le sait pas, mais on a quand même, je pense en France et en Europe, des classements de sites. On sait très bien, les pompiers savent Ah s'ils oui, interviennent sur un bien site sûr, et même sur des camions de transport bien sûr, de bien certaines sûr, substances, il y a des codes sur le camion et donc les bien sûr. pompiers sont Les plaques formés à oranges ça. avec les Voilà, chiffres, voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire c'est les le pompiers, entre guide des guillemets, sapeurs-pompiers de Suisse, là. Oui, alors là c'est le cas particulier où, enfin, quoique, et je prendrai le contre-exemple bientôt, le cas particulier où effectivement, quand on a un événement à caractère, bon, peut-être pas NRBC parce qu'il n'y a pas d'armes nucléaires, mais chimiques par exemple, ou radiologiques missile. sur des centrales nucléaires, là on sait effectivement, on devrait savoir quel type effectivement de produits chimiques ont été disséminés ou ont brûlé dans l'incendie. Quoique, prenons le contre-exemple, Lubrizol, il a fallu plusieurs semaines pour qu'on sache exactement quel type de produit chimique était stocké dans l'usine qui a pris feu. Oui, bah ça, c'est un problème de déclaration administrative. Alors, bon, en France, il y a Oui, mais beaucoup bon, d'administratifs, mais ouais, oui, mais oui, bon, j'allais dire, bon, théoriquement, si effectivement tous les sites Céveso sont répertoriés en France, hein, on en a plusieurs centaines, hein, Céveso, seuil haut et seuil bas. Donc, en fait, si j'allais dire, les propriétaires de Céveso, enfin, les responsables des sites Céveso ont fait leur travail, en cas d'incident, en cas d'accident, on doit pouvoir connaître quel type de produit chimique a été disséminé ou a pris feu et quel type de toxique on pourrait effectivement avoir contrôler. face au. Voilà. Mais alors, si les équipes d'intervention sont effectivement prêtes, hein, il y a des matières. Bon, je ne parle pas de l'armée, là, l'armée, elle arriverait en dernier rideau, mais les premiers intervenants sont essentiellement les sapeurs-pompiers. Oui, ils sont préparés à ça. Heureusement, ils ont les moyens humains et matériels pour faire face à un événement contaminant. En revanche, la population, Oui. On a des bah alertes, oui, hein, comme dit un de nos invités, il n'y a on- rien. on- Il n'y a rien. Donc, en fait, et puis, alors, là, je vais un peu ben, juste être. quand vous dites il n'y a rien, je vous coupe de temps en temps parce que Oui, oui, c'est vous très le faites bien, intéressant, bien mais sûr. on a dit qu'il n'y a rien. Vous savez, l'année dernière, je crois, ou il y a 18 mois, vous savez, la présidence avait envoyé le kit que les Français devaient avoir en cas de guerre ou de Oui, bien problème, sûr. et ça avait fait tout un battage dans l'autre sens en disant, ouais, on essaye de faire peur. Et c'est toute la Bon, subtilité de je- je- préparer une population sans que ce soit trop, alors, sans que ce je- soit trop ouais, anxiogène.
bon, j'allais dire le kit, c'est plutôt démagogique plutôt qu'autre chose, dans la mesure où effectivement le kit, alors bon, il y a des bouteilles d'eau, il y a la radio, etc. Bon, ok, très bien, mais pour combien de temps? Oui, mais c'est une Lubrizol a base. brûlé combien de temps? Lubrizol, il a brûlé pendant plusieurs jours. Donc le kit, bon. Et puis, bon, alors je vais faire une référence aussi au Covid-19, là, qui m'a hérissé. Euh, on confine les gens, mais on leur recommande d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Hmm. Alors là, le confinement, je crois qu'on n'a pas la même définition du confinement. Oui, mais là, c'est Donc, plus particulier. On avait un virus qu'on savait enfin, oui, mais bon, se ben, détruire sur les surfaces et se transférer que quand on de parle de personne à personne. confinement, on confine. On ne se permet pas d'aérer en ouvrant les fenêtres. Donc, à Lubrizol, effectivement, on a eu enfin, le préfet de région avait effectivement donné. Alors, les premières études, bon, j'en souris, mais je devrais plutôt en pleurer. Les premières études avaient conclu à un déplacement de population, c'est-à-dire qu'en fait, on tournait autour de 200 000 personnes à déplacer. Bon, ce qui représente pour un certain nombre de bus, hein, je vous laisse faire le calcul, en admettant qu'on ait des autobus de 90 places, ça représente quand même un certain nombre de bus dont la ville de Rouen n'avait pas le dixième disponible. Donc, bon, donc fin de la discussion, impossible de discuter, de déplacer les populations. Et puis, le confinement, oui, mais le confinement, le problème, oui, mais le confinement total, c'est-à-dire qu'on ferme tout et on étanchéifie la maison de façon à ce que les fumées toxiques ne rentrent pas à l'intérieur. On ne va pas demander aux personnes d'ouvrir la fenêtre pour aérer. Donc, voilà, donc le confinement, il est strict. Mais le problème du confinement, c'est sa durée. Donc, le problème, c'est que, bon, si ça dure quelques heures, on peut rester enfermé pendant quelques heures, mais si ça dure plusieurs jours, comme ça a été le cas, ça devient très difficile, très compliqué. Toute la vie est perturbée, donc plus personne ne bouge. Et là, effectivement, et si on n'a pas des réserves d'eau un minimum pour tenir, on est obligé de sortir. Donc Ouais. il n'y a plus de confinement. Donc c'est relativement difficile à gérer, en particulier pour des victimes nombreuses. Donc, quand on a une poignée de victimes, j'allais dire, la gestion est moins compliquée, mais quand vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont sous le vent dans des nuages toxiques, la gestion devient impossible. On est C'est d'accord, on est impossible. d'accord, on est d'accord. Et là, on le voit en Iran, mais c'est en temps de guerre, hein. Nous, on parlait en temps de paix, d'accident. Bon, tout ça, c'est intéressant. Juste pour qu'on ait le temps de prendre les questions, je voudrais quand même qu'on aborde la dernière question qui était prévue pour Oui, ce soir, qui est la dissuasion avancée annoncée par Emmanuel Macron. Donc là, on retourne sur le nucléaire et sur la partie Europe. Tout à l'heure, on a parlé des États-Unis, de la Russie qui avait un très grand nombre d'ogives. Effectivement, on a passé sous le silence la Chine, l'Inde, parce que de toute façon, on ne connaît pas le nombre d'ogives. On sait que d'autres pays ont l'arme nucléaire, ils en ont moins. Le New Start New Start avec le T, c'est important, a été fait bilatéralement, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a un monde multipolaire, même dans la prolifération des armes nucléaires. Et là, Emmanuel Macron donc, a annoncé deux choses, l'augmentation du nombre de têtes nucléaires pour la France, donc on est à l'encontre de la non-prolifération, tout à fait. même si le nombre reste quand même beaucoup moindre que les autres chiffres que vous avez annoncés en début d'interview. Et en même temps, entre guillemets, cette dissuasion avancée qui serait, alors, c'est pas un partage, hein, il n'a pas dit, mais qui permettrait à d'autres pays européens, entre guillemets, de profiter à défaut du bouclier nucléaire américain qui est déjà en place et qui peut-être faire défaut. On l'a vu avec, en fonction de l'administration qui peut être aux commandes aux États-Unis, et un bouclier dissuasif, on va dire franco-européen. Comment est-ce que vous voyez si vous avez un avis Alors, là-dessus, comment ça pourrait se il y a, passer? il y a plusieurs encore une fois, plusieurs questions qui émanent de ces déclarations. Donc, M. Macron a parlé de 300 ogives nucléaires, donc, OK, supplémentaires, OK, très bien. Et puis, une dissuasion avancée. Alors, la dissuasion avancée, ben, je l'ai bien connue, puisque dans les Pluton et les Hadès, l'arme nucléaire tactique développée en France était destinée à protéger, hein, en particulier l'Allemagne, qui était en première ligne face j'allais dire, aux forces soviétiques, pas russes, pas uniquement russes, aux forces soviétiques. Donc les Pluton et les Hadès, qui étaient des armes tactiques, avaient déjà ce rôle.
Alors, développer alors, malheureusement, maintenant, j'allais dire, l'échelon tactique n'existe plus, puisque tout a été démantelé dans les années 92, après la chute du mur de Berlin et l'éclatement du pacte de Varsovie, donc sous les ordres de M. Chirac. Donc, les régiments Pluton et Hadès n'existent plus, hein. Les charges ont été reversées au commissariat à l'énergie atomique. Alors, augmenter donc les missiles, là, effectivement, augmenter les ogives, on va à l'encontre de la non-prolifération verticale cette fois, hein, puisque on va augmenter le nombre. Alors, qui dit augmentation des nombres d'ogives, bah, il va falloir des vecteurs. On est bien d'accord. Alors, les vecteurs qu'on a à disposition actuellement, on ne va pas mettre des sous-marins dans les pays cités. Donc, il ne reste plus Les des avions. vecteurs, les avions, en fait. Alors, ça veut dire qu'on va, alors, dans l'esprit du président, peut-être qu'on va ouvrir des bases aériennes stratégiques dans les pays qui acceptent d'avoir des bombardiers donc, nucléaires français sur leur territoire. Bon, première question, est-ce que c'est compatible? Sachant que, sauf erreur de ma part, sauf, prenons l'Allemagne, par convention internationale, il est interdit d'implanter des armes nucléaires en Allemagne. Puisque lorsque je servais dans les Plutons, alors c'était, bon, il faut le savoir, hein, il y a plus de secret défense, les PC de tir donc passaient la frontière, donc passaient le Rhin, mais les lanceurs restaient en France pour nos exercices. Oui. Ce qui veut dire qu'avec une portée de 120 km pour le Pluton et 300, un peu plus de 300 pour l'Hadès, bon, faites le calcul, sachant que les régiments les plus proches étaient à Oberhofen, hein, c'est-à-dire en Alsace, et puis sur la frontière du Nord, hein, Mailly-Suip et Mailly-Suip, et puis Lancouvron, bah, vous faites un cercle de 120 à 300 km et vous regardez où les missiles tombent. Donc, ils tombent chez nos alliés. Donc, bon, ok, très bien. Euh, Au jour d'aujourd'hui, donc l'implantation, si on arrive à faire 300 ogives supplémentaires, l'implantation ne peut être que, les vecteurs ne peuvent être que aériens. Donc, ça veut dire qu'il faudra prévoir certainement des vecteurs supplémentaires aériens, des avions, pour transporter ces ogives. Et puis que les Alliés acceptent de stationner des avions porteurs de la bombe nucléaire chez eux. Et puis, troisième question, non des moindres, sachant que l'arme nucléaire reste franco-française, et donc le président reste maître de l'utilisation de ces armes nucléaires, donc il détient les codes, ce qu'on appelle les codes nucléaires d'armement des ogives. Moi, je pose la question suivante. Admettons, un scénario peut-être farfelu, que la Pologne soit attaquée, que le président français décide d'utiliser l'arme nucléaire, parce que face à l'ennemi supposé russe, il est impossible de contenir les avances de l'armée russe, décide d'utiliser l'arme nucléaire. Qui va subir les tirs de riposte? La Pologne ou la France, qui, elle, a décidé d'utiliser l'arme nucléaire? La question reste en l'air. Ben, c'est une question que vous posez bien. C'est-à-dire que quand on a signé, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, quand Non, les non, mais je vous Américains en ont prie. proposé de mettre des ogives nucléaires justement en Allemagne et ailleurs à l'époque, hein, la Russie n'était pas encore dotée de missiles transatlantiques enfin, pour atteindre les États-Unis. Donc c'était facile de dire on peut vous aider à Exactement. déclencher, de toute façon on est loin Exactement. et c'est vous qui allez prendre le retour. Et là, depuis, ce qui montre un peu la frilosité aussi des Américains de conserver ce bouclier dans l'OTAN. Parce que la question que vous posez là, pour un Français, un Allemand ou un Polonais et un Français, on est quand même proche. Mais un Américain dans le Texas va se dire pourquoi est-ce que je prendrais une missile nucléaire balistique russe sur la figure pour avoir défendu la Pologne qui se trouve à 10 000 Exactement. km. Donc c'est vrai Ben, qu'aujourd'hui, on va dire, la stratégie de défense de l'Europe,
revient à l'Europe, parce que, comme vous dites, si la Russie envahit la Pologne ou la Russie ou notre ennemi, mais pour l'instant, les probabilités sont plus celles-là, et l'Allemagne, effectivement, la France est plus proche. Hein, la frontière n'est plus qu'à quelques centaines de kilomètres. Et même les ogives nucléaires qui tomberaient dans les pays limitrophes, on aurait des retombées radioactives sur la France, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. D'où ce tout à fait. désengagement des États-Unis, parce que les Américains, je comprends, le peuple américain n'a pas envie de prendre une ogive russe parce qu'il a défendu, je ne sais pas, l'Ukraine ou la Macédoine. Tout à fait. Vous avez mis le doigt là où ça fait mal. Donc, en fait, est-ce que la France, enfin, le peuple français est prêt à subir des tirs de contre-batterie, enfin des tirs de riposte, euh, si on intervient au profit d'un des pays alliés qui avait accepté, qui aurait accepté l'utilisation d'armes nucléaires chez lui? Oui, surtout avec Je, l'arsenal que vous avez décrit tout à l'heure, hein, je ne peux pas répondre. Je ne réponds pas. 750, 750, Je vais m'abstenir de ouais, répondre. on va pas répondre. Bon, je pense que je connais une partie de la réponse, mais euh, voilà, la question est là. C'est-à-dire que la dissuasion avancée, est-ce qu'elle est vraiment fondée? Est-ce qu'elle est vraiment dissuasive, en fait? C'est ça toute la question. Est-ce que le fait de mettre des avions au transport de l'arme nucléaire euh, dans des pays qui acceptent, hein, je répète, parce que ça ne sera pas automatique, qui acceptent d'avoir l'arme nucléaire française sur leur territoire, est-ce que c'est vraiment dissuasif? Ouais. J'ai un gros doute. Bon, sachant qu'on est bien d'accord. Alors là, il faut être très précis là-dessus, sachant que les codes nucléaires restent franco-français. Tout à fait, tout à fait. On ne va pas déléguer l'arme nucléaire française à des pays alliés. Bon, ils restent alliés, soit, mais c'est vraiment l'État français, enfin le gouvernement français, qui reste maître du jeu de l'utilisation ou non de l'arme nucléaire. Mais toute la dissuasion repose dessus. J'allais dire, c'est une discussion extrêmement intéressante parce que l'ayant vécu de premier chef, euh, je veux dire, on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que où on provoque une escalade et au risque de, effectivement, de tirs de riposte probables sur notre territoire, avec cette fois des armes, je veux dire, mégatoniques, Oui. ou voilà, ouais, voilà le Non, mais problème. Ou on a alors, bien compris, on a bien compris la problématique. C'est-à-dire, face aux ennemis qu'on pourrait avoir, puisqu'on garde la décision du bouton, on pourrait prendre les tirs de retour. Et bien aujourd'hui, je sûr, pense qu'on n'est pas prêt de le faire. bien sûr, c'est évident. Bon, Moi, je pense que c'est tellement évident que, bon, voilà, quoi. C'est-à-dire que cette dissuasion, Blanche. elle est pas forcément, bon, Il y a Blanche. pour moi, Ouais, c'est un effet d'annonce. tout à fait. Et ben, alors, ça va pas être un effet d'annonce, c'est un effet aussi de partager les coûts de la dissuasion et puis de remplacer le parapluie américain qui. Mais ça, on y reviendra. Peut-être on fera peut-être une discussion là-dessus. Là, on a atteint la limite de l'interview. Moi, je vous remercie pour les questions Je auxquelles suis vous très avez bavard, je répondu. suis désolé. Non, mais oui, mais moi, je n'osais pas vous interrompre parce que c'est très intéressant et je pense que les personnes qui étaient là et ceux qui vont regarder la vidéo vont trouver ça très intéressant. Je vais rendre la main à Blanche je vais la charger de prendre les réponses parce que, enfin, les questions et de vous les poser. Moi, je vais être obligé de partir, mais j'écouterai les réponses aux questions qui ont été posées en replay parce que après, je vais faire le montage et c'est moi qui vais aussi le publier sur les réseaux du Cercle Suivi. Donc, en tout cas, puisque je vais m'absenter, je vous remercie, Claude, pour avoir répondu franchement à toutes les questions. Je remercie toutes les personnes qui sont encore là et qui ont plein de questions. Je les vois dans le chat. Donc, Blanche, je te laisse récupérer les questions de chat et les poser. Nous, Blanche, on s'appelle après pour un débriefing ou demain matin. Et puis, au plaisir de rediscuter avec vous, Monsieur Lefebvre, et de revoir les personnes qui étaient là dans le public. Et puis, toutes les personnes qui vont nous voir en replay, fait toujours plaisir d'être suivis. Je vous remercie à Ah, tous et je vous souhaite une bonne merci à soirée. vous. Merci. Au revoir. Blanche, je te passe la main et après, je m'en vais. Il Voilà. faut que tu remettes ton Donc, micro. Voilà. c'est fait. Donc, selon vous, les entreprises de sécurité privée doivent-elles se préparer au risque NRBC dans la mesure où elles peuvent être amenées à intervenir en tant que primo-intervenants? Alors, oui, alors, effectivement, les agents de sécurité privée qui sont
sur le terrain et qui sont développés sur le terrain font partie des primo-intervenants. Alors, ils n'ont pas forcément les moyens adéquats comme les sapeurs-pompiers ou les gendarmes, hein, puisque la F2 NRBC existe aussi, hein, et la police nationale, et avec le laboratoire central de la police nationale. Donc, ils ont des moyens autres que ça, mais effectivement, j'allais associer d'ailleurs la sécurité privée à la police municipale. La police municipale fait partie également des primo-intervenants. Donc, ces personnes-là, bon, même si on arrive à les sensibiliser aux risques et menaces, bon, je vais dire pas NRBC, mais RBC, parce que bon, s'il y a une attaque nucléaire, plus personne ne pourra rien faire, mais si effectivement on arrive à sensibiliser ces personnes-là qui font, je répète, partie des primo-intervenants, oui, bien sûr qu'ils sont concernés, bien sûr, mais ont-ils les moyens matériels ou pas, un, de se protéger, deux, d'intervenir en urgence pour traiter des victimes contaminées, puisqu'il existe des moyens de décontamination d'urgence. Moi, je ne pense pas, mais effectivement, c'est un vœu pieux. Il faudrait effectivement que l'ensemble des primo-intervenants puissent être, un, dans un premier temps, sensibilisés, et deux, dotés des moyens d'urgence, pas des moyens lourds, pas des moyens d'identification, mais effectivement, tout le monde devrait pouvoir intervenir en urgence pour au moins avant que les sapeurs-pompiers arrivent, puisqu'ils sont déjà sur le terrain, les agents de sécurité, on est bien d'accord, avant que les sapeurs-pompiers arrivent, au moins prodiguer les premiers soins de secours, mais des premiers soins qui sont très spécifiques, qui s'attachent ou à la contamination. Bon, contamination biologique, on n'aura pas les effets immédiats, donc ce sont le secteur médical qui pourra déterminer quel type d'agent biologique a été utilisé ou pas. Mais au moins pour les agents chimiques, oui, on a les effets immédiats, donc de porter secours aux victimes et secours d'urgence. Alors oui, bien sûr, ils doivent être sensibilisés et ils doivent être dotés d'un matériel minimum d'intervention. Oui, bien sûr. Alors, j'ai encore pas mal de questions. Avec l'avènement des modèles de langage spécialisés en conception de protéines, biologie synthétique et la démocratisation des outils de synthèse d'ADN en 2026, comment les protocoles de la Convention sur les armes biologiques, CWC, peuvent-ils s'adapter pour surveiller la création de pathogènes de nouveaux qui n'existaient pas dans la nature et échappent donc aux listes de surveillance traditionnelles? Alors ça, c'est une question très complexe parce que la Convention d'interdiction des armes biologiques, le CIAB, effectivement, le problème, c'est que bon, on peut effectivement rédiger des conventions, les signer, les ratifier, hein. Bon, je pense que tout le monde connaît la différence entre signer et ratifier, mais le problème, c'est que cette convention internationale ne prévoit pas d'inspection. Donc, à partir du moment où on prend le cas de l'Iran qui a signé la Convention d'interdiction des armes biologiques et chimiques, on soupçonne, enfin, des services de renseignement étrangers, en particulier américains et israéliens, soupçonnent effectivement l'Iran d'avoir continué à développer des armes biologiques, mais sous un paravent, ce que j'appelle le paravent dual. C'est-à-dire qu'en fait, on a une recherche médicale sur les virus, les bactéries, les toxines, etc., qui pour effectivement mettre en place des traitements, mais le problème c'est que cette recherche peut être duale, c'est-à-dire que les recherches qu'on mène pour des traitements médicaux peuvent très bien servir si elles sont détournées de leur objectif final, peuvent très bien servir au développement d'armes biologiques. Bien sûr, bien sûr. Là, j'en ai une qui traite des à côté, mais qui est très importante. En 2026, l'efficacité d'une attaque biologique ne se mesure plus seulement par le nombre de victimes directes, mais par la saturation des systèmes de santé et la panique générée par les deepfakes sanitaires. Comment la doctrine NRBC intègre-t-elle la guerre informationnelle, excusez-moi, j'ai du mal à parler ce soir, la guerre informationnelle pour empêcher qu'une libération mineure d'agents pathogènes ne provoque un effondrement social total?
Alors, ça, c'est relativement compliqué. Alors, il faut savoir qu'au niveau, j'allais dire, bon, je prends le cas de la France, au niveau de la France, mais bon, là, je reviens de l'Institut international NRBC de Belgique. Bon, on a en France des hôpitaux référents NRBC qui sont vraiment, dont les personnels sont, enfin, une équipe de personnel est formée à ce qu'on appelle au SSE, aux situations sanitaires exceptionnelles, dont fait partie la contamination biologique ou la contamination chimique ou radiologique. Donc, ce sont des hôpitaux dans lesquels les équipes sont formées à accueillir un certain nombre de victimes à la suite d'événements NRBC, enfin, je répète, RBC, puisque N nucléaire n'a pas c'est pas le sujet. Donc, en fait, on a effectivement des équipes qui se forment et qui s'entraînent, qui obtiennent, enfin, qui achètent des matériels de protection, de traitement, de décontamination, et qui sont donc dédiés aux victimes de contaminés, que ce soit radiologique, biologique ou chimique. Dans la mesure où, effectivement, et je prends le cas par exemple de l'attaque au sarin dans le métro de Tokyo, pour éviter justement ce qui s'est passé à Tokyo, où il y a 5000 personnes se sont précipitées dans les hôpitaux de la ville, dans un ordre complètement anarchique, et ont été eux-mêmes parfois des vecteurs de contamination. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont provoqué ce qu'on appelle la contamination croisée. Donc, en France et en Europe, un certain nombre d'hôpitaux référents s'entraînent à justement à pouvoir accueillir les victimes à la suite d'un événement RBC. Donc, alors maintenant, éviter la saturation des hôpitaux, c'est un autre problème. Alors, prenons le cas particulier que j'ai que j'ai donc traité à Lens, à l'hôpital de Lens, lors de l'Euro 2016, où il y avait une fan zone où il y avait à peu près 5000 personnes. Donc le danger et la menace, c'était effectivement que cette fan zone soit l'objectif d'un attentat à caractère RBC. Et il a fallu donc mettre en place un certain nombre de systèmes de décontamination hospitalière à l'hôpital de Lens, puisqu'il y avait 4 matchs de foot à Lens et 4 matchs de foot à Lille, qui n'est pas très loin. Et donc on a mis en place, avec l'accord du directeur de l'hôpital, hein, du centre hospitalier de Lens, des systèmes de décontamination hospitalière qui sont toujours d'ailleurs opérationnels à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, et qui permettent d'accueillir un grand nombre de victimes contaminées. Donc les hôpitaux se sont dotés depuis 2012, hein, depuis les directives ministérielles, certains hôpitaux référents se sont dotés de moyens de décontamination qui viennent en complément des moyens de décontamination des sapeurs-pompiers qui, eux, vont traiter sur le lieu même de l'événement. Donc, on a effectivement une chaîne de traitement et de décontamination qui est effectivement assez solide, mais, je le répète, si on a un grand nombre de victimes, plus de 1000, 5000, l'événement sera difficilement gérable, hein, vous pouvez en être conscient. C'est-à-dire, on aura les mêmes problèmes qu'à Tokyo lors de l'attentat au cyclo-exit sarin dans le métro. Donc, en fait, c'est la loi du nombre qui va régler la possibilité ou non d'accueillir les victimes dans les hôpitaux. Alors, effectivement, on peut craindre effectivement une saturation de certains hôpitaux. Oui, bien sûr, malheureusement. Surtout qu'ils sont déjà saturés actuellement. Comment? Surtout qu'ils sont déjà saturés actuellement. Ben, en plus, alors effectivement, comme vous dites, hein, là, il y aurait urgence. Et puis bon, soyons réalistes, l'attentat ne sera pas forcément perpétré au moment où tout le monde est opérationnel. Bon, si on a un attentat qui survient en pleine nuit, bon, il y aura peut-être moins de victimes. Quoique, si c'est sur une fan zone où il y a 5000 personnes, on imagine assez mal comment on va pouvoir gérer l'événement. Mais bien sûr, les urgences, eux, ne seront pas considérées, seront pas
considéré dans la chaîne de décontamination, parce qu'il ne faut surtout pas qu'une personne contaminée rentre dans l'hôpital au risque de contaminer l'hôpital. Donc il faut être clair là-dessus, les urgences seront interdites pour les victimes contaminées qui devront passer dans une chaîne de décontamination avant d'accéder aux services de traitement médicaux. Bon. Mais bien sûr, j'allais dire pour quelques victimes, c'est facilement gérable, mais pour des milliers de victimes qui vont arriver dans un ordre dispersé, bon, c'est difficilement imaginable en fait. Alors, on continue sur la biologie. Face à l'émergence de la biologie de synthèse en boîte, kit de paillasse automatisé, comment les services de renseignement NRBC parviennent-elles à surveiller la création de pathogènes chimériques, mélange de plusieurs virus, qui ne correspondent à aucune signature biologique connue dans nos bases de données de détection actuelles? Alors ça, c'est une question difficile également, dans la mesure où, peut-être que je ne devrais pas le dire ici, mais dans la mesure où il est relativement facile d'obtenir des virus, des toxines, etc. Si vous déclarez, que vous faites des recherches dessus, c'est relativement difficile. Alors prenons le cas particulier de l'anthrax en 2001, où on a subi en France plus de 4000 alertes à l'anthrax. Bon, pour 99%, c'était des mauvaises blagues, vraiment des très mauvaises blagues, mais les lettres à anthrax qui venaient des États-Unis, hein, puisque tout est parti des États-Unis, bah, prouvent qu'effectivement, il est relativement facile de disséminer des agents pathogènes par la poste, par colis, par dissémination. Donc, c'est très, très difficile de contrôler les flux des agents issus des laboratoires de recherche. Et puisque je le répète, hein, si vous déclarez que vous faites partie d'un laboratoire de recherche, alors j'espère qu'on peut effectivement contrôler la véracité des déclarations des gens, on peut très bien obtenir des toxines ou des virus ou des bactéries en vue d'une recherche. Donc en fait, on a toujours cet aspect dual où un laboratoire pourrait très bien effectivement faire des recherches sur les traitements, les décontaminations, etc., mais également détourner un certain nombre d'agents pathogènes pour en faire des armes. Bon, j'allais dire, tout est possible. Et les contrôles et les services de renseignement qui œuvrent 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui soient d'ailleurs des services de renseignement français ou des services de renseignement internationaux, hein, c'est très très difficile de cerner et de pister, j'allais dire, les échanges en... Vous vous rendez compte, il y a des centaines de millions de lettres et de colis qui transitent en Europe tous les jours. Donc c'est très difficile de faire des rapprochements. Et puis, autant on peut effectivement cerner des gens qui pourraient être extrémistes, autant c'est très difficile, et je vais vous prendre un exemple concret, très difficile de cerner un individu, excusez-moi l'expression, qui pète les plombs, qui devient fou, et qui décide de se venger d'une vexation quelconque en utilisant des toxines, une arme chimique. Alors prenons un cas particulier, il y a quelques années, il y a pas si longtemps que ça, 2-3 ans, où à Belfort, les gendarmes ont intercepté un jeune qui avait dans la tête de créer des bombes sales, en ayant récupéré des éléments radioactifs un peu partout et en ayant, j'allais dire, bricolé, si j'ose dire, un explosif. Jamais connu des services de police, non répertorié, et on ne sait pas quels étaient ses objectifs. Alors, ce qui est valable pour une bombe sale, puisque on est entouré de sources radioactives, hein, partout, vous en retrouvez partout. Pourquoi pas sur les effets biologiques? Alors bon, prenons le cas par exemple de la ricine. La ricine, on a sur Internet, et je ne parle pas du dark web, sur Internet, des malins qui vous indiquent comment on peut effectivement extraire la ricine des graines de ricin. Des graines de ricin que vous pouvez trouver naturellement en décoration de certains
de certaines parvis qui sont à Paris ou dans les villes. C'est très joli, hein, les fleurs de ricin. Seulement, les graines, on peut en faire effectivement de la ricine, qui est une toxine qu'on peut y diluer dans l'eau, qu'on peut injecter. Bon, voilà. Donc, c'est impossible à tracer de façon exhaustive. C'est impossible. C'est pas Oui, puis possible. surtout que maintenant, l'autre jour, j'ai vu sur Internet que l'IA pouvait en 1 heure vous sortir un nouveau virus, Bien sûr, oui, mais bien un nouveau sûr. truc chimique. Les réseaux dits sociaux, bon, appelons ça comme ça, puisqu'ils sont baptisés sociaux, on trouve de tout. Et je ne parle pas uniquement, je répète, je parle pas uniquement du dark web, où là, effectivement, il faut rentrer dans des sites interdits, mais il y a des petits malins qui se croient obligés de vous donner les recettes, entre guillemets, pour créer une petite arme chimique ou pour récupérer des agents biologiques ou créer des agents, enfin une bombe toxine à base de toxines. Bon, oui, bien sûr. Donc ça, c'est quasiment impossible à contrôler, quoi. Malheureusement, c'est impossible. Alors, j'ai encore énormément de questions, mais l'heure est largement dépassée. C'était prévu 1 heure. Donc, ben, on va s'arrêter ou on continue si vous le voulez bien. Bah, on peut continuer encore un petit quart d'heure si vous voulez. Je vous remercie Parce que beaucoup pour sinon, votre on va y questions. passer la nuit, mais bon, Ah oui, oui, moi, oui. ça ne me dérange pas. Les nouveaux vecteurs nucléaires seront en partie sur le nouveau sous-marin d'attaque invincible. Plus de vecteurs et des vecteurs plus gros. La question porte sur les sous-marins? Oui. Ben, la question, je ne sais pas si c'en est une ou si c'est une réflexion. Jean-Georges, ouvre ton Ouais. micro, Jean-Georges. Ah bah, si on a oui, si on a ah bah, le micro. Micro, Jean-Georges, Le le micro. micro. Il faudrait qu'il mette son micro, je l'entends pas. Jean-Georges. Avec le micro, c'est mieux. Bon, ben, le temps qu'il mette son micro, Bon, donc, on va passer à un autre. bah, alors, bon, ah, bah voilà, avec le micro, c'est Voilà. mieux quand même. Ah, avec le son aussi. Faut augmenter le son. Non, Non, ça ne marche pas. non. Il y a un problème de Oui, micro. bon, il va réparer ça. Des drones vecteurs de charge NRBC peuvent induire des dégâts différés importants. Quelle parade! On s'intéresse beaucoup aux faits de militaires, explicites et déclarés, moins aux attaques diffuses et lentes. La parade vis-à-vis de... Pardon? Moi aussi, j'ai un micro qui marche mal. Des drones vecteurs de charge NRBC peuvent induire des dégâts différés importants. Bien Quelle sûr. parade! On s'intéresse Ah, beaucoup aux faits militaires, explicites et déclarés, moins aux attaques diffuses et lentes. Ouais, mais là, alors, quelle parade bah, alors, bon, ça dépend, ça dépend de la nature donc de l'attaque, que ce soit radiologique, biologique ou chimique. Alors, le problème, alors, prenons le cas, j'allais dire, le plus simple, la chimique, qui va avoir des effets quasiment immédiats après l'attaque. Bon, là, on a un certain nombre de... Bon, ce sont des parades d'ordre de décontamination d'urgence, de décontamination approfondie et de traitements médicaux qu'on adapte à la nature de l'arme chimique qui a été utilisée. Au point de vue radiologique, c'est déjà un peu plus compliqué dans la mesure où les effets vont être beaucoup plus pernicieux et beaucoup plus différés dans le temps. Bon, prenons le cas le plus flagrant, hein, Livinenko, qui a été donc contaminé au polonium 210. Bon, les effets ne sont pas immédiats. Donc, en fait, on a des effets différés qui sont difficilement gérables. Et puis, généralement, quand les effets se déclarent, il est malheureusement trop tard. Au point de vue biologique, bon, c'est pareil, lorsque si on subit
une contamination biologique, les effets ne vont pas être immédiats, ils vont être, j'allais dire, décalés dans le temps, hein, sur plusieurs jours. Les premiers symptômes pouvant apparaître plusieurs heures, voire plusieurs jours après, et c'est difficile, la gestion, c'est la gestion qu'on a connue pour le Covid-19, c'est la pandémie, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il a fallu mettre au point des traitements médicaux d'urgence. Bon, là, on avait effectivement des vaccins, mais des vaccins qui se sont révélés pas forcément efficaces et puis qui nécessitaient un certain nombre de rappels. Mais j'allais dire, dans la contamination biologique, le problème, c'est effectivement que les effets vont être différés. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir les symptômes et puis une contamination croisée, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas directement atteints vont être contaminés par des gens qui sont contagieux. Donc, en fait, c'est la gestion d'une pandémie, hein. Donc, on a vu avec le Covid-19 que c'est relativement complexe, compliqué. Il y a beaucoup de malades et on n'a pas forcément les traitements adaptés, donc, etc. Donc, la parade, malheureusement, il n'y a pas de parade. C'est-à-dire qu'on est obligé de traiter, après la contamination. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre en place des traitements, de la décontamination a posteriori. La parade voudrait qu'on les empêche, mais on est surtout devant l'inconnu. On est surtout devant l'inconnu. On ne sait pas ce que. Exactement. Donc, en fait, la parade, prenons le cas que vous citez d'un agent pathogène inconnu. Donc, on a des laboratoires on a 3 laboratoires P4 en France. P4, c'est-à-dire le plus sophistiqué, celui qui est le plus protégé, celui qui est capable de manipuler les toxiques et les toxines et les agents pathogènes les plus virulents, les plus dangereux. Donc, en fait, on a effectivement des laboratoires qui font des recherches, hein, sur ce type d'agents pathogènes, mais ça prend du temps. Donc pendant ce temps-là, les gens sont contaminés, ils sont malades, et en fait, on a des traitements, en l'absence de connaissance des agents pathogènes, on a des traitements symptomatiques qui font que on peut avoir des milliers, voire des millions de personnes atteintes d'un agent biologique sans connaître effectivement la nature exacte de l'agent biologique utilisé. Bon. Mais il y a malheureusement... Il n'y a pas de véritable parade si on a un événement. Alors la parade, c'est les services de renseignement qui interviennent avant, effectivement, que l'événement se déclenche. Donc il y a les forces de l'ordre qui vont intervenir, mais avant. Mais une fois que l'événement a malheureusement eu lieu, il n'y a plus de parade. On est obligé de gérer la contamination telle qu'elle est. Voilà le problème. Bien, écoutez, Jean-Georges a disparu. Donc, oui, toute sa liste de questions. Il a un problème de micro, visiblement. Toute sa liste avec. Donc, écoutez, je vais vous remercier énormément. C'était fortement intéressant. C'est moi qui vous remercie. Et je vous remercie de votre confiance et puis de m'avoir invité. Très intéressant. Merci de toutes vos réponses. On se reverra certainement. Parce que c'était tellement intéressant. Au moins par l'intermédiaire des publications que je fais régulièrement, en particulier sur LinkedIn. Mais bon, il y en a d'autres. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci des questions surtout. Merci des questions en live qui ont été posées et qui sont très pertinentes et très intéressantes, hein. Donc, je remercie les personnes qui ont assisté à mon long monologue, et puis merci donc pour ceux qui ont posé des questions. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Et je dis au revoir à tout le monde, et j'arrête là. Bonne soirée à vous. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous invite à approfondir par vous-même les sujets abordés.